Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour ce quatrième webinaire défi, ce nouveau webinaire sur le thème de la Chine, auquel nous aurons la chance de pouvoir partager les points de vue de professionnels basés en Chine. Nous donnerons un petit peu une lecture de la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, DEFI est un groupe de dirigeants qui s'est constitué avec l'idée de partager des regards croisés opérationnels de dirigeant à dirigeant sur des valeurs de pragmatisme et de parler vrai, permettre en fait de faire rayonner des situations, des solutions surtout par rapport aux problématiques des entreprises. Aujourd'hui, nous avons donc la chance de pouvoir échanger sur ce sujet de la Chine, mais pas par notre point de vue de Français basés en France, grâce à la participation de ces différents intervenants que nous allons vous présenter tout au long de ce webinaire. Nous sommes donc sur la thématique suivante, Chine, un nouveau modèle de business à trouver. Et nous allons pouvoir prendre une heure ensemble, c'est le cadre qu'on se donne, avec différentes entreprises basées en Chine et à Hong Kong, Cisea, Oliver Wyman et LPA CGR Avocat. L'objectif est vraiment de pouvoir donner un point de vue pragmatique sur les évolutions récentes en Chine et de donner des perspectives sur des évolutions de business model. Notre sommaire est le suivant. Nous allons commencer par évoquer ensemble l'évolution du cadre économique et juridique. Puis nous prendrons une partie sur la position différente en fonction des situations. Est-ce qu'il faut plutôt être sur un renfort des positions ou est-ce qu'il faut plutôt réduire la voilure? On prendra un point spécifique sur le rôle de Hong Kong, qui est vraiment une plateforme qui est vraiment centrale par rapport à la position en Chine. Et on finira sur le travail à distance, quand on ne peut plus forcément avoir les mêmes capacités de voyage et la possibilité d'avancer. Donc, je laisserai chacun des participants se présenter en quelques mots au fil de cette animation. Ce sont que des gens qui sont basés, donc encore une fois, en Chine ou à Hong Kong. Alors, commençons directement dans le vif du sujet avec Hubert Bazin, qui donc est partenaire à Shanghai pour le cabinet LPA-CGR et qui a comme partie de nous donner un point de vue sur l'évolution du cadre économique et juridique. Bonjour, Monsieur Bazin. Merci, bonjour à tous. Donc, je souhaiterais vous présenter en quelques mots un petit peu ce nouveau contexte économique depuis Shanghai où je vous parle. C'est un nouveau contexte économique aussi politique avec des évolutions du cadre juridique et notamment de l'accueil des investissements étrangers dont on parle moins dans la presse en Europe. On voit que la Chine est maintenant sortie de la crise sanitaire, le virus ne circule plus et on attend une croissance cette année comprise entre 1,8 et 2%. On a eu presque 5% au troisième trimestre, donc la Chine est le premier pays à sortir de cette crise sanitaire. Deuxième point, tout le monde convient en Chine aujourd'hui que, quel que soit le résultat des élections américaines, il y a des tensions durables avec les États-Unis qui ont conduit le président chinois Xi Jinping à parler il y a quelques mois d'une stratégie de double circulation qui veut dire en fait une stratégie économique dans laquelle la Chine va devoir de plus en plus se reposer sur son marché intérieur. Dans ce cadre également, évidemment, on va voir la poursuite de la montée en gamme de l'économie chinoise. Ça, c'est quelque chose qui a commencé il y a plusieurs années afin de sortir la Chine du risque du piège des économies à revenus intermédiaires, le middle income trap, comme on l'appelle, c'est-à-dire au moment où les coûts dans un pays augmentent, et c'est fortement le cas en Chine pour les coûts du travail, puisque la population active aujourd'hui n'augmente plus. Donc, il faut absolument avoir une stratégie de montée en gamme et aller vers l'innovation. Alors, il y a eu toute une période dans laquelle on s'est interrogé en se demandant si une dictature
avec des restrictions importantes aux libertés personnelles, était capable de mener à bien des stratégies d'innovation et de plus en plus, en fonction des secteurs, on se rend compte que ça marche et qu'il y a plus, dans certains secteurs, il y a plus qu'un effet de rattrapage. Il y a certains secteurs dans lesquels la Chine devient absolument leader. Le contexte, c'est aussi la préparation du 14e plan quinquennal qui va s'appliquer entre 2021 et 2025. Donc aujourd'hui, hier a commencé un plénum, une réunion des dirigeants à Pékin pour valider les orientations de ce plan quinquennal. D'ici quelques jours, on va en avoir des premières bribes. Il sera voté et appliqué à partir de l'année prochaine, mais on sait déjà que le cœur va être de renforcer l'autonomie stratégique de la Chine dans des secteurs clés où elle dépend encore de l'étranger. On a vu tout le débat avec les puces électroniques que le président Trump a interdit à la vente à certains industriels chinois, et il y a une volonté claire de la Chine d'aller essayer de combler son retard. Autre annonce importante, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'objectif de neutralité carbone de l'économie chinoise à l'horizon 2060, avec un pic des émissions avant 2030, qui était le résultat des accords de Paris, des engagements de la Chine jusqu'à maintenant. Donc, il va y avoir ce 14e plan quinquennal, encore plus tiré avec des stratégies de croissance verte. Next. Dans ce cadre, on constate un assouplissement progressif du cadre réglementaire d'accueil des investissements étrangers. Donc les investissements étrangers soient quelque chose qui soit macroéconomiquement important pour le développement de l'économie chinoise. C'était le cas il y a encore 15 ans, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais il y a eu une adaptation, il y a toujours des adaptations qui sont faites par les dirigeants chinois de façon à répondre aux demandes des industriels et des entreprises étrangères pour pouvoir opérer en Chine dans des conditions à peu près identiques à celles des entreprises chinoises. On accuse à bon escient la Chine d'être quand même très protectionniste dans certains secteurs et de rendre la vie difficile à des entreprises étrangères. Donc c'est une façon de répondre à ces critiques. Alors, ces assouplissements depuis quelque temps, c'est l'application du principe de la liste négative, c'est-à-dire en dehors d'une liste d'activités finalement assez peu nombreuses dans laquelle on impose un partenaire local, où on impose des conditions à l'investissement étranger, il y a une ouverture croissante des secteurs ouverts à l'investissement étranger. Toute une série de contraintes qui étaient liées à une approbation administrative pour créer une entreprise, pour augmenter le capital, pour les changements, les cessions de participation, a été remplacée depuis quelque temps déjà par un simple enregistrement, de plus en plus par Internet d'ailleurs. Donc c'est toute une série de contraintes administratives qui ont disparu. On constate aussi des avancées avec les Free Trade Zones, ces zones sous douane, et en particulier dans l'île de Hainan, au sud de la Chine, où il est en train de se passer des choses assez étonnantes. Ça va être une énorme zone touristique, une énorme zone sous douane, avec des activités de services, des activités d'entreposage sous douane, avec un système fiscal dont on commence à entrevoir les détails, mais qui a une très forte volonté d'aller développer cette grande île de Hainan à travers des politiques très spécifiques. Et plus récemment, depuis le 11 octobre, l'annonce d'un statut spécial pour Shenzhen, la ville du Sud, là encore, avec toute une série d'activités comme la santé, l'e-commerce, l'économie digitale, les fonds d'investissement, l'éducation qui serait beaucoup plus ouverte que dans le reste de la Chine, avec même des dérogations à l'application de la législation nationale. Next. Et puis, le contexte de cette année, c'est l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier de la loi sur l'investissement étranger, la Foreign Investment Law, qui a remplacé toutes les lois et règlements qui étaient appliqués aux joint ventures sino-étrangères et aux entreprises à capitaux exclusivement étrangers, ce qu'on appelle les WOFI. Donc, toutes ces réglementations spécifiques ont disparu et aujourd'hui, on a la loi sur les sociétés chinoises qui s'applique à tout le monde. Donc, un principe d'harmonisation qui est très bienvenu
pour des entreprises, soit à capitaux étrangers, soit à capitaux complètement chinois. En pratique, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles protectrices des intérêts minoritaires, qui étaient souvent des intérêts chinois, qui ont disparu, notamment les exigences d'unanimité au conseil d'administration pour les décisions les plus importantes, comme les augmentations de capital, les cessions de participation, etc. Donc, on est dans un cadre du droit des sociétés avec des majorités qualifiées, et puis un pacte d'actionnaires qui va être librement négocié entre des actionnaires chinois et des actionnaires étrangers, et qui va remplacer le Joint Venture Contract, qui était largement inspiré d'un modèle publié par l'Assemblée d'actionnaires dans toutes les sociétés, qui va être la plus haute autorité de la société, et dans laquelle les décisions vont être prises en fonction de la répartition du capital, qui va être au-dessus du conseil d'administration. Donc, dans ce cadre, avec cette nouvelle loi sur l'investissement étranger, on a donc un cadre de plus en plus harmonisé et de plus en plus harmonisé pour tout le monde. Alors, quelles sont les contraintes qui subsistent quand même? Les contraintes, principalement, ce sont les règles du contrôle d'échange. La Chine a mis en place la convertibilité de sa monnaie pour les opérations courantes. C'était une obligation à partir du moment où elle devait entrer à l'OMC à partir de 2001. Mais tout ce qui est opération en capital, et notamment les prêts venant de l'étranger, ne relèvent pas d'un régime de convertibilité. Donc, on a un certain nombre de contraintes pour ces prêts d'actionnaires, pour les entrées et sorties de devises, et même pour le paiement depuis la Chine de factures correspondant à des services. Également, des contraintes assez fortes sur le financement des investissements dans d'autres sociétés, notamment l'utilisation du produit d'augmentation de capital. Ça, c'est une grosse contrainte quand on compare ce qui se passe en Chine avec d'autres pays en Europe ou dans le monde occidental. Ça reste une contrainte importante pour des entreprises étrangères. L'autre contrainte qui est forte, c'est un système de licence administrative dans certains secteurs, tout ce qui est les activités financières, d'assurance, les services de télécommunication à valeur ajoutée, donc tout le e-commerce, beaucoup d'activités sur Internet, toutes les activités liées à la construction, à l'énergie, l'inspection des produits, etc. Il faut un certain nombre de licences, et on peut tout à fait créer une entreprise avec des capitaux étrangers, mais si on n'obtient pas ensuite cette licence, ça ne sert à rien. Et donc, c'est une façon pour les autorités chinoises de continuer à contrôler leur marché. Contraintes qui se sont renforcées ces dernières années, c'est celles qui sont liées à la protection de l'environnement et à la sécurité du travail, avec de plus en plus de contrôles, et ça touche spécialement les industries. C'est difficile aujourd'hui de créer une nouvelle usine parce qu'il y a des exigences en matière de protection de l'environnement, d'études de faisabilité qui sont extrêmement, qui donnent lieu à une responsabilité administrative et même pénale. Ce qui a changé ces dernières années aussi, c'est que être dirigeant aujourd'hui d'une entreprise en Chine, notamment d'une entreprise industrielle, eh bien, amène un certain nombre de responsabilités et de risques qui sont nouveaux, y compris des risques de détention administrative en dehors de toute décision des tribunaux, par exemple en cas d'accident environnemental, par exemple. C'est des nouvelles règles pénales qu'on ne connaissait pas aujourd'hui. Donc, dans ce cadre, en résumant, comment est-ce qu'on peut réussir en Chine? Il y a heureusement beaucoup d'entreprises étrangères qui sont bien implantées en Chine, qui font des affaires très rentables. Moi, je dirais que le critère de la réussite, c'est d'arriver à faire en Chine une activité qui correspond au volume, à la place de l'économie chinoise aujourd'hui dans l'économie mondiale. Et vous avez un certain nombre de groupes ou d'ETI françaises, dont 20-25% aujourd'hui de l'activité se fait sur le marché chinois et de manière rentable. Donc pour ça, il faut analyser un petit peu la structure du marché, la structure de la concurrence locale, et évidemment voir que si les autorités ont la volonté de favoriser des champions nationaux, la vie sera très difficile pour vous. Donc il y a un petit peu de travail d'analyse au départ pour voir quelle place on peut avoir.
Autre règle, c'est avancer aussi vite que ses concurrents locaux. J'ai beaucoup d'exemples en tête de décisions d'investissement qui ont été prises de façon trop lente avec des entreprises européennes qui se sont fait doubler simplement parce qu'elles n'étaient pas capables d'aller aussi vite en matière de décision et d'exécution que leurs concurrents chinois. Les opportunités de croissance externe sont des choses à prendre en compte. Vous avez toute une série d'entreprises privées chinoises qui ont été créées dans les années 90-2000 avec des dirigeants qui sont âgés, des belles entreprises quelquefois, et qui peuvent être des cibles et la possibilité pour des entreprises européennes donc d'avancer plus vite à travers ces opérations de croissance externe. Et puis, comment réussir en Chine, c'est évidemment être attentif à la cartographie des risques, notamment les nouveaux risques. C'est vrai que ça n'existait pas auparavant. Et dernier point, je termine par ça, le rôle clé des ressources humaines. On voit que les entreprises qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à se développer de manière profitable en Chine, c'est celles qui ont réussi à se constituer des équipes locales fidèles qui accompagnent leur développement sur plusieurs années. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis à votre disposition pour des questions tout à l'heure. Merci pour cette introduction qui plante un peu le décor. Nous accueillons maintenant Jacques Pénirin à partir de Hong Kong qui va nous donner un focus sur la macroéconomie et la géopolitique des forces en présence. Jacques, je vous passe la parole. Bonjour, Jacques Pénirin, donc je suis partner chez Oliver Wyman, conseiller en Chine. Ça fait 20 ans que personnellement je travaille pour des multinationales et des entreprises locales sur le marché chinois, de la grande Chine, Greater China, comme on s'y réfère habituellement. Je voulais juste, avant de commencer ma présentation, qui vous donnera beaucoup de raisons pour lesquelles il faut encore penser à la Chine, et pourquoi la Chine est une opportunité. Je voulais juste vous préciser que ma présentation n'était pas sponsorisée par le Parti communiste chinois, dont je ne suis pas membre. Je pense que le premier élément important, le slide suivant, encore un slide, c'est que la Chine, aujourd'hui, elle ne fait que reprendre sa puissance historique. La Chine sera la première puissance du monde, très probablement d'ici 4-5 ans en termes de PNB. C'est une position qu'elle avait eue jusqu'au 19e siècle, à la fin de scalaire industriel en fait. Aujourd'hui, ce qui drive beaucoup les dirigeants chinois et notamment Pékin, c'était, non, revanche, c'est peut-être un terme un peu fort, mais c'est cette idée de redonner à la place la Chine qu'elle a toujours eue. La Chine a raté la révolution industrielle, vraiment raté de chez raté. Elle a aussi eu des difficultés dans la révolution post-industrielle, des années 50 comme 1990, globalement. Et elle a décidé qu'elle ne raterait pas la prochaine révolution. Ce que je vais vous montrer là, c'est un peu les moyens qu'elle prend pour réussir à être la première puissance du monde, donc back to the top, mais aussi les décisions et les investissements qui sont faits pour en faire la première puissance du texte sur un modèle un peu différent. Alors, on a le slide suivant, on a beaucoup parlé de la croissance de la Chine. C'est un miracle économique jamais vu. On n'a jamais vu une économie aussi importante croître pendant aussi longtemps à un rythme aussi continu, même si on a toujours un peu des doutes sur les chiffres, mais c'est quand même même au rythme actuel, en tout cas jusqu'à l'année dernière, ça correspondait à ajouter une Allemagne ou le Brésil et le Canada à l'économie mondiale tous les ans. Dans l'économie chinoise, chaque année, il y a un Brésil et un Canada qui se rajoutent. Donc, une croissance qui est une source d'opportunités extraordinaire. Une croissance qui est encore plus suivante, s'il vous plaît. Qui est encore plus importante si vous êtes exposé aux biens de consommation à la consommation des ménages. Vous savez, c'est une économie qui était très industrielle, c'est une économie qui reste drivée par l'investissement et l'industriel, mais qui évolue lentement, mais sûrement vers une économie de consommation.
pas pour le bien de la planète, mais c'est une direction certaine qui est prise par le gouvernement. On verra dans le prochain plan à 5 ans que les aspirations seront encore plus importantes. Cette croissance de la consommation, ça fait que c'est la consommation anglaise qui se rajoute chaque année. Donc, c'est un marché anglais de la consommation qui se rajoute chaque année, qui est une nouvelle opportunité. Et c'est, je crois, absolument unique par sa taille et par sa taille et sa croissance. C'est aussi unique parce que le fait que même en rajoutant l'Angleterre tous les ans, globalement, on reste encore sous-développé en termes de consommation. Il y a un grand potentiel de croissance à venir. Si on compare par exemple aux États-Unis ou à la France, la consommation des ménages, qui est sans doute excessive aux États-Unis, c'est 68% de l'économie. En Chine, on arrive à 39%, 40% en gros aujourd'hui. Il y a, même si on compare à la France, sur lequel il y a plus d'investissements, on est à 54%. Donc il y a une marge de manœuvre extrêmement importante qui va driver la croissance dans les années à venir et qui représente vraiment une opportunité importante à nouveau pour les entreprises et tous les gens qui veulent jouer dans le secteur de la consommation. Suivante. Merci. Oui, voilà. On a là l'évolution sur quelques années, mais la tendance est montrée. On peut regarder le slide suivant qui montre aussi un phénomène qui, à mon avis, est important de comprendre. C'est l'amélioration de la productivité chinoise. La Chine a été l'usine du monde jusqu'à la fin du XXe siècle. Son objectif n'est pas d'être l'usine du monde au XXIe siècle, c'est de créer un nouveau modèle et d'augmenter la productivité. Alors, si on regarde un historique un peu long, les 10 dernières années, vous voyez que la productivité française a gagné 5 points, la productivité américaine a gagné 12 points. La productivité chinoise reste très faible, très faible en termes d'output par personne employée, mais elle qui progresse la plus vite. Aujourd'hui, on le verra dans tous les plans du gouvernement, tous les secteurs prioritaires du gouvernement, c'est de préparer à moyen terme le shortage de labor, et particulièrement de main-d'œuvre pas chère. D'où tous les efforts qui sont faits sur la productivité, qui est va être le levier essentiel de productivité. Je passe rapidement sur le slide suivant, qui dit que dans un contexte où le monde est en récession, que la Chine soit stable ou sur l'ensemble de l'année, ou même en légère progression, comme le citait mon confrère tout à l'heure, c'est sans doute ne fait qu'accélérer la différenciation de la Chine. Un marché énorme, un marché en croissance, un marché productif. Tout n'est pas, néanmoins, tout n'est pas très beau. Il y a un premier facteur qui est quand même important, c'est le challenge démographique. On l'a dit, on le sait, la Chine vieillit à grande vitesse. On le voit sur le slide suivant. La question se pose toujours de savoir si la Chine sera, comme le Japon, riche, sera vieille avant d'être riche. Ou est-ce qu'elle saura relancer la natalité? Vous avez vu, vous avez sans doute suivi que les lois restrictives sur la natalité ont été plus ou moins enlevées, enfin quasiment tout enlevées. Malheureusement, les Chinois, si je fais un peu les Chinois des villes, préfèrent avoir plus d'un chien qu'un enfant aujourd'hui parce que c'est trop cher d'avoir un enfant. Et la natalité ne cesse de baisser. On sera sans doute à 15 millions de bébés cette année, ce qui est le plus bas historique depuis 25 ans. Un grave problème de natalité, un grave problème de pollution. Je n'ai pas besoin de vous montrer l'image suivante. Vous avez toutes vu cette image de. Là, c'est notre bureau à Pékin. La vue de l'autre côté de la rue, en gros, c'est absolument affreux. Se pose aussi une question de stabilité sociale. Stabilité sociale avec une classe de milliardaires, de millionnaires et de milliardaires pour le bonheur des sociétés françaises et qui, néanmoins, pose la question de l'équilibre social. Alors, il y a deux visions de ce monde. Il y a des visions simplifiées. Il y en a une qui est la pyramide et l'autre qui est la roue. La pyramide, si vous croyez que les écarts sociaux, le Gini factor, etc., est insupportable en Chine, la révolution sociale va venir. L'observation quand même du marché chinois dit plutôt l'inverse. On n'en veut pas aux riches d'être riches. On croit surtout qu'il
il faut que la génération suivante continue à faire mieux que la génération précédente. Et donc, on reste sur ce modèle tant que la croissance sera là, la stabilité chinoise restera relativement importante. Cette nouvelle économie chinoise, il y a trois gros leviers. La premiumisation, la technologie, la digitalisation. Je vais revenir en détail dessus si on veut regarder le slide suivant. La premiumisation, c'est typiquement le phénomène des classes moyennes émergentes qui sont aujourd'hui 300 millions en gros, qui sont mass, upper ou affluent class, 340 millions de ménages, c'est-à-dire en gros 700 millions de personnes qui ont des niveaux de vie comparables à la classe moyenne de l'Occident. Il y a encore un réservoir de 600 millions, 700 millions de gens qui ne sont en dessous de ce réseau-là, mais il y a une vraie classe moyenne émergente. Cette classe moyenne émergente, elle consomme et elle est appelée à se développer. Le deuxième, ce que l'on voit sur le slide suivant. Et typiquement, dans les industries de luxe, aujourd'hui, cette classe moyenne, enfin affluent Chinese, comme on les appelle, représente aujourd'hui plus de 40% du marché et elle est la bienvenue dans ces temps de Covid, comme vous avez pu le voir dans les résultats des groupes de luxe récemment. L'autre élément important, c'est les développements technologiques. Donc, on a là pris une représentation assez simple qui est le nombre de brevets déposés par les US et par la Chine. Vous voyez que depuis déjà 3-4 ans, la Chine dépose à peu près autant de brevets que les US. Je ne rentrerai pas dans le détail de savoir s'ils sont de même qualité, s'ils sont exactement comparables, mais il y a une course à l'innovation, il y a une course au brevet sur laquelle la Chine a rattrapé son retard. On le voit aujourd'hui dans la technologie 5G, typiquement, où la Chine est sans doute en avance sur d'autres marchés. L'autre élément important, c'est que le gouvernement a un agenda précis, il a l'habitude de suivre assez bien son plan et il a identifié un certain nombre de secteurs qui sont au nombre de 9, en fait, qui sont les 9 secteurs prioritaires, que sont la nouvelle énergie, la robotique, la biotechnologie, les services, l'innovation digitale, les nouveaux matériaux, notamment, qui sont très importants. Et tous ces secteurs bénéficient d'investissements relativement importants. Je vais juste m'arrêter sur un en particulier, qui est l'innovation digitale, sur lequel, selon nous, la Chine est en train de créer un modèle absolument unique au monde, que ce soit autour d'Alibaba, que ce soit autour de Tencent, les deux groupes, qui sont devenus des écosystèmes qui fédèrent un nombre absolument incroyable d'entreprises. Alors, ça va je vais prendre 2 pages après l'exemple français. Ça, c'est l'exemple d'Alibaba, mais on peut prendre un exemple de ce que ce serait en France, sur la page suivante. En France, par exemple, imaginez un groupe qui ait accès à l'ensemble des informations de Carrefour, d'Auchan, de Canal+, de YouTube, de Google, de Coffee Nougat, du CTLM, de La Poste, et je ne sais quoi encore, et des cinémas, etc. Ce que montre aujourd'hui l'écosystème chinois, c'est la création de centres d'écosystèmes qui sont contrôlés, sur lesquels l'accès à l'information est absolument contrôlé, avec une échelle absolument incroyable, qui est en fait des mastodontes d'une puissance absolument incroyable pour l'économie du 21e siècle. Ils ne sont pas très nombreux, mais ceux qui sont dedans et qui sont intégrés à ces écosystèmes bénéficient vraiment d'un support absolument incroyable. Donc, j'espère que l'exemple français vous parlera plus, mais ça se traduit notamment, évidemment, par une part du e-commerce qui est très élevé, cosmétique 40%, la mode 40%, le téléphone 40%, tout ce qui est blanc, brun, électroménager, déjà 40% du marché. Donc, un marché avide de consommation qui bénéficie d'un écosystème de support absolument incroyable et qui, en plus, a des consommateurs qui ne demandent qu'à consommer. Voilà, donc aujourd'hui, c'est 28% du commerce chinois est aujourd'hui sur le e-commerce. En France, on estime qu'il y a tout secteur confondu de l'ordre de 10% aujourd'hui, un peu plus en avance en Angleterre et un peu plus en avance aussi aux États-Unis. Mais globalement, la Chine est en avance, est en train de créer, dans des conditions très particulières, ce que sera l'e-commerce de demain et le monde digital de demain. Dernier point que je voulais juste signaler, c'est la richesse. J'ai mis là quelques comparaisons de capitalisation boursière des grandes entreprises chinoises du monde digital. Alibaba vaut aujourd'hui
Certes, pas un trillion, pas 1 milliard de milliards, mais quand même 833 milliards d'euros, de US dollars, et ça, c'est sans leur cotation de leur filiale financière qui va arriver la semaine prochaine, probablement à Hong Kong et Shanghai. Tencent vaut 700 milliards, c'est à comparer à Carrefour qui vaut aujourd'hui 14 milliards, Total qui vaut 87 milliards, Danone 41 milliards, ou même LVMH, notre fleuron français, 255 milliards. Ces sociétés ont une valorisation absolument incroyable qui leur donne des moyens absolument incroyables. Dernier élément peut-être sur la corruption. Un des soucis majeurs de nos clients, c'est effectivement comment naviguer dans ce système sans grande transparence, où la loi change, etc. La corruption reste importante à notre avis, mais elle est moins importante qu'elle était hier. Ce n'est pas pour dire que c'est le bon moment pour rentrer, mais il est clair que pour nous, dans les façons de rentrer en Chine ou d'exister en Chine aujourd'hui, il y a une grande nécessité de s'allier aux écosystèmes qui existent, d'une part, de se protéger de façon très importante en termes d'investissements locaux et en termes juridiques, en termes de risques, autant que possible, de prévoir l'imprévu et de donner d'une certaine façon une grande autonomie de décision à la Chine, parce qu'elle peut pas, l'évolution est très rapide et on ne peut pas attendre des décisions qui soient trop longues. Donc il y a vraiment une façon de faire relativement importante, notamment en termes d'acquisition, comme on le montre là. Puis la vitesse à laquelle les Tencent et Alibaba font des acquisitions, il y a des opportunités sur le marché. Il faut juste agir très vite pour les prendre, tout en s'assurant de garder le contrôle des finances et s'assurer d'avoir les bons interlocuteurs et les bonnes équipes sur place. Voilà un peu notre exercice relativement optimiste sur l'avenir du marché chinois et de l'opportunité chinoise. Merci beaucoup, Monsieur Pinirin, pour ce retour très complet. On voit qu'on a un acteur qui est en transformation avec une volonté profonde de réussir, une transformation sur tous les pans, une transformation sociale avec une montée en puissance des classes moyennes et puis encore un réservoir, comme vous le disiez, qui est très important, une transformation économique également et puis stratégique avec cet axe de la digitalisation sur lequel en fait on a une agilité qui est juste impressionnante par rapport à ce que représente ce pays. Monsieur Carrier, bonjour. Donc, vous accompagnez des entreprises chinoises sur leur implantation, enfin, des entreprises, pardon, européennes et françaises notamment, sur leur implantation en Chine. Alors, aujourd'hui, comment vous voyez les choses par rapport à vos clients? Écoutez, moi, je vais vous faire une présentation beaucoup plus terre-à-terre, hein, si vous permettez, et notamment avec deux exemples. Un premier exemple qui est un fabricant de maquettes, donc c'est l'exemple qui est ici sur l'écran. Un monsieur français donc, qui est présent en Chine depuis pas mal d'années, qui a monté son business de façon impressionnante et qui d'année en année en fait, a créé en fait, des résultats, accumulé des dividendes, etc. L'été dernier, donc en 2019, il avait en France un projet immobilier très très important pour lequel il devait dépenser à peu près une quarantaine de millions. Et il avait de disponibles 25 millions d'euros disponibles en Chine, donc en dividendes qui pouvaient a priori tout à fait remonter. Au mois de septembre, vous voyez tout ça sur le tableau, rejet par les autorités bancaires. Bon, après, des raisons, on va revenir dessus, bien sûr. Donc, il n'a pas pu assurer son investissement en France et je crois qu'il a aujourd'hui quelques difficultés juridiques en France à cause de ça. Je crois qu'il s'était engagé. Par excès de colère, on peut dire, il a décidé en octobre 2019 de relocaliser une partie de sa production, à savoir qu'il a quatre gros ateliers sur 2 usines en Chine. Et il s'est dit, je vais en mettre 2 en France et en garder 2 en Chine. Ensuite, il s'est dit, je vais finalement faire un plan social. Le plan social a été rejeté, sa marque est attaquée, etc. Et aujourd'hui, en fait, il a subi des pressions assez importantes pour se faire racheter. En tout cas, c'est ce qu'il se disait. En fait, on l'a aidé assez récemment et on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. La première chose, c'est que il n'était pas tout à fait à jour, on va dire ça comme ça, dans les règles. Il n'était pas tout à fait à jour non plus, il n'est pas tout à fait en respect avec la loi. Et en fait, on s'est rendu compte, avec quelques managers qui sont basés en Chine et qui sont allés le voir, qui ont travaillé avec lui, que c'était quand même un sacré problème, comme disait Hubert Bazin tout à l'heure. Il y a des règles, notamment des règles environnementales. Aujourd'hui, c'est de plus en plus fort et
voilà, aujourd'hui, la difficulté est qu'il est complètement exclu. Il n'est plus du tout introduit dans les réseaux d'affaires chinois de sa région. Et ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui a conseillé de faire, c'est de se mettre en règle dans tous ces aspects-là. Les aspects environnementaux, bien sûr, légaux et sociaux. Il y a également pas mal de problèmes de sécurité dans ces usines, etc. Et là, c'est une des premières choses qu'il a à faire. La deuxième chose qu'il a à faire, c'est aussi reprendre contact avec l'ensemble des administrations locales. Les relations locales sont extrêmement importantes, on sait. Les relations locales, c'est à la fois les banquiers, c'est à la fois la mairie, c'est à la fois des gens comme ça, les impôts également, et travailler en fait en amont sur tous ces projets. Et le troisième point qu'on est en train de voir avec lui, ça prend un petit peu de temps bien sûr, c'est qu'on met en place avec lui différentes options de désengagement. À savoir que bon, ça prendra un certain temps, ça prendra à mon avis entre 18 mois et 3 ans, je pense. Pour l'instant, c'est encore en étude, mais on ne peut pas aller trop vite en Chine. Donc aujourd'hui, je dirais que par rapport à cet exemple-là, bien précis, il y a pas des enseignements, mais en tout cas 2 points clés que je voudrais mettre en avant. Le premier, c'est que le respect des règles et des lois est indispensable, et ça on le sait. Et vous me direz que c'est un peu pareil, c'est partout pareil en fait. Il faut respecter les lois. Mais aujourd'hui, si on n'est pas irréprochable en Chine, on a quand même beaucoup plus de difficultés qu'avant. Et c'est sans doute un point qu'on avait sous-estimé depuis longtemps avec les entreprises chinoises. Jacques Pénirin parlait tout à l'heure de corruption. Il y a de la corruption, il y avait effectivement des règles qui n'étaient pas toujours respectées dans tous les sens. Maintenant, ça se nettoie beaucoup et ça, c'est un élément important. Ensuite, sur l'aspect des engagements, un de mes amis disait récemment qu'en fait, pour commencer à considérer une fermeture, il faudrait pour bien qu'il n'y ait plus qu'une secrétaire ou un gardien. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, les choses doivent se faire progressivement et on ne peut pas le faire dans la rupture totale. Il faut prévoir les choses et anticiper. Next. Voilà. Et ensuite, cet été, moi, j'ai eu la chance de rentrer en France déjà, ce qui est assez rare pour les gens qui habitent à Hong Kong. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des réunions avec des dirigeants d'entreprises français qui me parlaient en fait de leurs inquiétudes en Chine. Et les grosses inquiétudes qu'ils ont tous, leurs difficultés, c'est d'abord les difficultés de management, à savoir que gérer des équipes locales et à distance, c'est quand même extrêmement compliqué. Ensuite, il y a des problèmes environnementaux. C'est vrai que sur place, bien évidemment, mais même l'image, la taxe carbone en France, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qu'on cherche à considérer. L'image, travailler avec la Chine, c'est pas nécessairement, et l'image Made in China n'est pas nécessairement quelque chose de très valorisé en France. Et là, je rentre dans aucune considération. Et puis, il y a des valeurs aussi, des valeurs politiques, et on ne va surtout pas développer ça maintenant, mais qu'en est-il de la démocratie en France par rapport à la Chine, etc. Donc, entre autres raisons, il y a d'autres raisons, bien évidemment. Et encore une fois, je pense que la question, c'est aussi de savoir comment faire pour réduire la voilure, parce qu'il y a des répercussions commerciales, même en Chine. Si les entreprises ne vendent pas en Chine, il y a quand même quelques répercussions commerciales sur la concurrence, sur les champions régionaux dont parlait Hubert également, qui peuvent aussi vous attaquer sur votre propre marché. Et puis l'autre question qui se pose, c'est quand même aussi de savoir quel sera le surcoût que les clients sont prêts à payer. D'abord, est-ce qu'il y a un surcoût? Première question, entre la compétitivité chinoise, la compétitivité française, etc., et donc les coûts de production. Et combien de temps, s'il y a un surcoût, nos consommateurs français ou européens, en tout cas, sont prêts à payer tout ça. Voilà, donc ça, c'est 2 points de vue que je voulais un petit peu exposer pour, encore une fois, conclure, entre guillemets, sur le sujet. Comme disait Jacques Pénirin tout à l'heure, la Chine est le marché le plus important et en plus le plus énergique. Donc, est-ce qu'on a vraiment une alternative commercialement? Par contre, au niveau de la production, si vraiment on se pose des questions, prenons quand même un petit peu de temps pour analyser et pour préparer en fait ces engagements. Merci Xavier. Bonjour Nicolas Van der Schmidt. Donc, vous aussi, vous êtes basé à Hong Kong, partenaire du cabinet LPA CGA Avocat. On va vous laisser maintenant exprimer la place de Hong Kong dans le nouveau business chinois.
Voilà, votre vision, votre pratique, la façon dont vous voyez les choses. Alors, on a juste un tout petit problème de micro. Vous devez avoir une demande de réactivation du micro. Oui, Voilà, voilà, merci. parfait, C'est merci. bon? Vous m'entendez? Oui. Parfaitement, merci. Parlez bien fort. Bon, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis basé à Hong Kong pour représenter le bureau, le cabinet d'avocats LPA-CGR. Ça fait 12 ans que je suis à Hong Kong et on m'a demandé en une quinzaine de minutes de se poser la question du rôle de Hong Kong dans l'économie chinoise. Alors je vais essayer de reprendre un petit peu les derniers événements qui se sont déroulés à Hong Kong, poser des questions sur leur impact sur l'économie hongkongaise, et puis m'essayer à quelques prévisions. C'est Pierre Dac qui disait que la prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Je vais essayer de dresser quelques traits pour voir quel pourrait être le rôle de Hong Kong dans les 5-10 prochaines années. Alors, Hong Kong, perle de l'Asie dans la tourmente. Effectivement, Hong Kong, grande plateforme de négoce depuis l'arrivée des Britanniques en 1841. Près de 180 ans, une des économies les plus libérales au monde, un des PIB les plus élevés au monde, mais une économie qui a été fragilisée sous l'impact cumulé de plusieurs facteurs. Tout d'abord la guerre commerciale sino-américaine, qui a notamment aussi provoqué le ralentissement de l'économie chinoise, des tensions internes à Hong Kong, sont nés en 2014, la révolution des parapluies, vous vous en souvenez. Tensions qui se sont renforcées l'année dernière, en 2019, avec l'opposition d'une majorité de la population hongkongaise contre un projet de loi d'extradition. On a eu 1 à 2 millions de personnes dans les rues, un mouvement qui a été suivi et qui a été long et qui a impacté l'économie hongkongaise et qui a abouti le 1er janvier de cette année à la promulgation de la loi sur la sécurité nationale qui a vocation à réprimer 4 types d'infractions. La sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères et qui a évidemment provoqué un gros coup de semence à Hong Kong. Les observateurs craignant qu'on remette en cause le système hongkongais qui repose sur le fameux principe un pays, deux systèmes. Un pays parce qu'Hong Kong est en Chine et deux systèmes parce qu'on y applique un système libéral, capitaliste, tout à fait différent du système chinois. Et puis enfin, troisième élément qui a impacté Hong Kong, mais comme partout dans le monde, la crise sanitaire liée au Covid-19, avec à Hong Kong des mesures de distanciation sociale relativement strictes dès le mois de février, des frontières qui ont été fermées dès mars aux non-résidents, donc seuls les résidents hongkongais peuvent revenir à Hong Kong, et une quarantaine de 14 jours obligatoires lorsqu'on arrive à revenir à Hong Kong. Et des mesures d'ailleurs de quatorzaine qui se sont durcies, notamment pour les ressortissants français qui résident à Hong Kong, puisque désormais la France est sur la liste noire, et cette quatorzaine doit se passer dans un hôtel. Alors l'ensemble de ces facteurs a eu plusieurs conséquences, un impact sur les échanges économiques, commerciaux, avec un rétrécissement du marché local. Le marché hongkongais, donc Hong Kong c'est un petit territoire de 1000 km². Il y a 7,5 millions d'habitants, mais c'est un marché de 60 millions, 65 millions de consommateurs. Et parmi ces consommateurs, donc, qui viennent de l'étranger, ce sont des touristes. Il y a 50 millions à peu près de Chinois
qui viennent en Chine pour, de façon habituelle, acheter des produits de biens de consommation, des produits de luxe, parce que notamment les produits achetés à Hong Kong ont un gage d'authenticité, hein, des produits non contrefaits, et puis généralement les produits sont moins chers. Il n'y a pas cette taxe sur les produits de consommation de luxe que l'on a en Chine. Et évidemment, l'impact de ces trois facteurs a été, dès 2019, que Hong Kong est rentré en récession, un PIB qui s'est contracté, et certains secteurs ont été durement touchés, plus que d'autres, évidemment, l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, le trafic aérien, évidemment. Et ce qu'on constate, c'est que Hong Kong a eu, notamment sur les demandes de visa, on a des statistiques des services de l'immigration qui constataient qu'il y avait une réduction des demandes de visa à Hong Kong sur la période de janvier à septembre de cette année de 65%, ce qui est énorme. Et puis deuxième conséquence, donc je l'évoquais, c'est le sentiment des investisseurs, des consommateurs sur la remise en cause du principe un pays, deux systèmes. Évoquer le principe un pays, un système. Est-ce que c'est la fin de l'autonomie de Hong Kong, la fin d'une justice indépendante? Est-ce la fin du modèle hongkongais? Est-ce que les entreprises vont se délocaliser, quitter Hong Kong? Et je vais essayer de répondre à ces questions. Alors, plusieurs éléments permettent de penser que non, que Hong Kong tiendra une place importante dans les échanges économiques, commerciaux, à commencer par le rôle de Hong Kong en tant que plateforme régionale incontournable en Asie-Pacifique. Selon le rapport annuel de Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Hong Kong, c'est donc ce petit pays qui, malgré tout, la 4e destination d'investissement direct étranger dans le monde et le 4e investisseur mondial. Donc on ressent vraiment par ces chiffres le poids de Hong Kong dans les services et dans cette plateforme de négoce. C'est aussi la 3e place financière au monde et la première place mondiale pour les IPO. Donc un secteur financier extrêmement fort que privilégie Pékin. Enfin, un dernier élément, non, slide d'avant encore, un dernier élément sur lequel je voulais m'attarder, c'était donc le rôle de Hong Kong pour les groupes en tant que siège régional pour l'Asie-Pacifique. Selon les chiffres d'Invest Hong Kong, branche semi-gouvernementale, on dénombre environ 1500 sociétés qui ont établi leur siège régional. En 2018, parmi ces 1500 sociétés, on dénombrait 92 groupes français qui avaient leur siège régional Asie-Pacifique à Hong Kong. Pour parler un peu de la présence de la France dans Hong Kong et pour montrer le poids de Hong Kong dans les relations franco-hongkongaises, d'après les chiffres de la mission économique, il y a environ un peu plus de 370 filiales françaises qui étaient implantées à Hong Kong en 2018. Je n'ai pas réussi à avoir les chiffres plus récents. Donc Hong Kong est le 6e pays en nombre de filiales à Hong Kong, derrière la Chine, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. La présence française est extrêmement forte. Une grande communauté française, c'est la communauté française la plus nombreuse en Asie. Et il y a ces 370 filiales d'entreprises françaises, viennent s'ajouter environ 450 entreprises locales dirigées par des ressortissants français. Alors, il y a eu récemment une étude d'un cabinet de conseil en stratégie auprès des entreprises européennes en Asie qui classait par ordre d'importance les critères de localisation des sièges Asie-Pacifique, pour voir quels étaient les critères qui étaient pris en compte pour localiser un siège régional. Et parmi les 5 premiers critères, ce qui est intéressant de noter, c'est que Hong Kong en remplit 5, voire 4,5. Le premier, c'est la proximité avec les clients de marché. Et Hong Kong, c'est vraiment un territoire au cœur de l'Asie.
On est à 1 heure du Vietnam, on est à 3 heures de Shanghai, 3h30 de Pékin. Hong Kong est souvent en concurrence avec Singapour. Singapour est à 2 heures de plus de Shanghai ou de Pékin. Donc c'est vraiment une porte d'entrée pour, évidemment, sur le marché chinois, mais sur les autres pays asiatiques. Le deuxième critère qui était relevé parmi les entreprises pour localiser leur siège, c'est l'environnement juridique, les réglementaires favorables. Et Hong Kong en a vraiment un. C'est souvent cité comme le territoire numéro 1 ou numéro 2 dans lequel l'environnement est le plus favorable pour faire des affaires. L'environnement économique favorable également, et l'environnement politique stable. Bon, c'est peut-être le point d'interrogation, même si ce qui est assez surprenant ici, c'est que vu d'Europe, la loi sur la sécurité nationale, évidemment, entamé la réputation de Hong Kong parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression. À Hong Kong, dans les milieux d'affaires, on a relevé aussi que c'était un gage de stabilité pour relancer l'économie. C'était vu plutôt favorablement. On peut passer à la slide d'après. Sur ce slide d'après, donc on a vu Hong Kong, centre régional Asie-Pacifique, et Hong Kong a de fortes chances de tenir sa place parce qu'elle répond à ces différents critères que j'ai évoqués. Mais Hong Kong est également une plateforme extrêmement importante et incontournable pour investir en Chine. Ce qui est un chiffre marquant, c'est que plus des 2/3 des investissements qui sont réalisés en Chine sont réalisés via Hong Kong. Donc c'est vraiment, et c'est voulu par Pékin, c'est vraiment la plateforme d'entrée pour les investissements en Chine continentale. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons juridiques. Il est souvent plus facile de contracter avec un partenaire à Hong Kong, de créer son accord de joint venture, son pacte d'actionnaires, parce que les règles qui sont inspirées de la common law britannique sont plus souples, même si Hubert Bazin l'a rappelé en début de webinaire, la Chine assouplit progressivement ses règles pour être de plus en plus attractive pour les investisseurs étrangers en Chine. Malgré tout, Hong Kong aura une longueur d'avance sur la liberté contractuelle qu'offre la common law britannique. Deuxième atout, la fiscalité privilégiée. Quand on négocie avec un partenaire, on peut avoir intérêt à négocier son partenariat, son accord de joint venture via Hong Kong plutôt qu'en Chine, notamment pour des raisons fiscales, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, des accords commerciaux que la Chine a mis en place avec Hong Kong qui favorisent Hong Kong comme plateforme d'entrée pour des investissements en Chine continentale. Il y a une vraie volonté du gouvernement chinois, par cet accord de libre-échange qui est entré en vigueur il y a plus de 16 ans maintenant, en 2004, de favoriser l'entrée, la conquête du marché par les entreprises qui sont basées à Hong Kong pour arriver en Chine. Et notamment cet accord CEPA, donc de libre-échange, qui a vocation à réduire les barrières tarifaires sur un certain nombre de catégories de produits ou de secteurs de services, et qui reconnaît une reconnaissance réciproque de qualifications professionnelles pour un certain nombre d'activités, de secteurs, de professions, notamment la profession juridique. Et puis enfin, l'intégration dans le projet Greater Bay Area, mais j'y reviendrai, il y a une slide consacrée à ce sujet. Next. Donc, on a vu qu'Hong Kong, c'est une plateforme privilégiée pour les entreprises étrangères pour investir en Chine continentale. L'inverse est également vrai. C'est une plateforme incontournable pour les investisseurs chinois qui investissent hors de Chine, à l'étranger. Et plus de 60% des investissements réalisés par les entreprises chinoises sont réalisés via la plateforme hongkongaise. Il y a plusieurs raisons. Bon, ce qu'on constate, c'est que la plupart des entreprises chinoises sont cotées à Hong Kong.
vous avez noté 1240 entreprises cotées à Hong Kong en 2019, ce qui est à peu près la moitié, ça représente la moitié des entreprises cotées à Hong Kong, et c'est un chiffre qui devient de plus en plus important. Jacques Pénirin parlait d'Alibaba tout à l'heure. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les grands groupes chinois, notamment Alibaba, a levé l'année dernière 13 milliards d'US dollars en 2019, ce qui était la deuxième plus grande IPO jamais réalisée. Alors c'est une seconde comptation, mais jamais réalisée dans l'histoire. Et c'est probablement un mouvement qui va se renforcer. On parle potentiellement du retrait de la cote d'environ 150 à 200 entreprises chinoises qui se retiraient du marché boursier à New York pour être cotées à Hong Kong. Alors pour plusieurs raisons, notamment parce que les entreprises chinoises ne respecteraient pas les règles de transparence qui sont imposées par le régulateur américain, la non-communication de documents d'audit en dehors de Chine. Mais pour toutes ces raisons, on annonce que les grands groupes chinois, dont Baidu, JD.com, vont se coter à Hong Kong d'ici la fin de l'année. Donc c'est une grande attractivité en fait Hong Kong pour ces grandes entreprises chinoises. Et puis enfin un mot sur le fait qu'Hong Kong détient la première réserve de liquidité en RMB en dehors de la Chine continentale, ce qui lui donne un rôle central dans l'internationalisation du RMB, la devise chinoise. Next. Un mot sur le rôle pivot de Hong Kong dans les relations avec la Chine, avec l'exemple du Greater Bay Area. C'est un grand projet qui a été mentionné dans le 13e plan quinquennal chinois pour la période 2016-2020 et qui a été officiellement lancé en 2017, qui vise à approfondir Hong Kong dans la région du delta de la rivière des Perles, donc c'est la région du sud de la Chine, donc qui... je peux pas bouger mon curseur, c'est pas grave. Vous voyez Hong Kong qui est en grisé sombre, et juste au-dessus, cette région de la rivière des Perles qui regroupe Shenzhen, juste au nord, et Canton. Shenzhen qui est le grand hub, vraiment le centre de l'innovation en Chine, et Canton qui traditionnellement, il y a eu et c'est évolué par Pékin dès les années 80. Hong Kong a massivement investi dans le sud de la Chine, et notamment dans cette région du Guangdong, qui est devenue l'atelier du monde, et qui est en train d'évoluer. En fait, dans cette région, on a à peu près tous les critères pour en faire une économie extrêmement dynamique. On a donc la région de Canton qui est un centre de production très important, la région de Shenzhen, centre d'innovation, et Hong Kong, centre financier incontournable et international. Et on peut le voir dans le tableau du bas, pour comparer en termes de ce que cette région représente en termes de PIB, 1,6 milliard comparé à la baie de San Francisco, qui représente 0,8 milliard, et on est à peu près en termes de PIB ce que représente la région de New York, et en termes de population, on dépasse ces deux concurrents entre guillemets. Donc les axes d'intégration voulus par Pékin, c'est donc d'intégrer Hong Kong dans cette région du sud de la Chine, avec une facilitation des flux de personnes, notamment grâce à une densification d'un réseau d'infrastructures de transport. Il y a un TGV entre Hong Kong et Canton qui a été ouvert il y a 2 ans. Il y a un pont entre Hong Kong, Macao, Zhuhai, donc une interconnexion qui facilite le transport des personnes. Un assouplissement des contrôles pour les flux de voyageurs, l'idée étant de faciliter pour les résidents hongkongais leur accès au marché chinois. Un accès facilité également pour les institutions financières et dans certains secteurs professionnels comme
notamment les avocats, les experts comptables. Et puis une harmonisation progressive du système fiscal. Il y a un dispositif fiscal qui a vocation, en fait, pour les 9 villes du sud de la Chine, à appliquer un régime fiscal aussi avantageux qu'à Hong Kong, et notamment pour les personnes physiques. À Hong Kong, on a un régime fiscal avantageux où le taux d'IR est plafonné à 15%, et déjà des mesures ont été mises en place, incitatives, pour aligner le système fiscal dans ces villes chinoises du sud de la Chine sur le modèle hongkongais. Alors certains y voient avec ce Greater Bay Area une opportunité économique pour Hong Kong, notamment pour les entreprises qui sont déjà implantées dans la région, dans certains secteurs, notamment le secteur de l'innovation, le secteur de la construction. D'autres y voient un risque de dilution pour Hong Kong. Ce qui est sûr, c'est que Hong Kong n'a pas le choix et Hong Kong a tout intérêt à prendre le train en marche et à développer et à renforcer son rôle majeur au sein de cette nouvelle zone de la Greater Bay Area. Next. Alors là, j'aimerais m'intéresser, donc on a parlé du rôle de Hong Kong en tant que plateforme régionale, plateforme indispensable pour les investissements en Chine, plateforme indispensable pour les entreprises chinoises qui investissent hors de Chine. Et j'aimerais m'intéresser aux piliers d'attractivité hongkongaise. Alors j'en ai visé que 3, il y en a d'autres évidemment, plusieurs facteurs. Je n'ai pas cité la libre entreprise, la place financière majeure. Je m'intéresse tout d'abord au système juridique stable. Je suis avocat, donc je peux en parler. C'est vraiment un des éléments déterminants pour les entreprises lorsqu'elles investissent à Hong Kong et quand elles nouent un partenariat, notamment avec des acteurs, c'est de choisir Hong Kong comme plateforme pour investir et nouer son partenariat parce que on bénéficie à Hong Kong d'un dispositif juridique qui est indépendant de la Chine, qui est transparent, qui garantit le droit à un procès équitable en cas de conflit, avec un principe du contradictoire qui sera respecté, un accès aux avocats qui n'est pas imposé par les autorités gouvernementales, le droit de faire appel et l'accès à un tribunal indépendant et impartial. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas en Chine continentale. La Chine fait de grands progrès en matière dans le système judiciaire, mais on est loin, on ne rattrapera pas aussi facilement le système britannique, système juridique britannique fondé sur la common law, qui est un système qui offre énormément de flexibilité, de souplesse, et qui est utilisé par les grands groupes dans les différents secteurs d'affaires. Un point également sur le fait qu'Hong Kong, c'est un centre d'arbitrage international, et ça, c'est mis en avant par Pékin, par les autorités chinoises. Dans le projet Greater Bay Area, un des rôles de Hong Kong, attribué à Hong Kong par Pékin, c'est qu'Hong Kong renforce sa place d'arbitrage international dans la zone Asie-Pacifique. C'est écrit noir sur blanc dans le plan de développement de la zone Greater Bay Area, et Hong Kong abrite un secrétariat pour la CCI qui est beaucoup utilisé en France notamment. La CCI est implantée à son secrétariat à Hong Kong, et Hong Kong devient un centre d'arbitrage très important comme l'est Singapour. Je vois que le temps presse, donc on peut passer à la slide suivante. Un autre pilier très important, c'est la fiscalité privilégiée. Hong Kong a le mérite d'avoir une fiscalité simple, de 3 impôts. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les salaires et l'impôt sur la propriété. La simplicité et une fiscalité attractive. Le taux d'imposition sur les bénéfices pour les entreprises est limité à 16,5%. Sachant qu'Hong Kong pratique le principe de territorialité de l'impôt,
Et donc une société qui justifie, qui est implantée à Hong Kong, qui a une place of business, donc une activité économique à Hong Kong qui justifie générer des profits en tout ou partie en dehors de Hong Kong, peut ne pas être imposée sur ces profits réalisés à l'étranger. Autre élément extrêmement important, tant pour les particuliers que pour les entreprises, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Pas d'impôt sur les plus-values, donc les particuliers, notamment les chefs d'entreprise qui, basés à Hong Kong, décident de vendre leur groupe, ont tout intérêt à résider à Hong Kong, puisqu'ils peuvent vendre leur société à des investisseurs en franchise d'imposition. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de retenue à la source sur les dividendes. Donc, je ne sais pas s'il y aura des questions sur ce point qu'on pourra développer, mais un régime fiscal très intéressant. Et enfin, un régime fiscal qui offre une sécurité importante avec des États avec lesquels Hong Kong traite, et notamment Hong Kong développe son réseau de conventions fiscales avec maintenant 47 pays qui offrent une sécurité puisqu'elle évite la non-double imposition et puis elle va réduire un certain nombre de retenues à la source ou d'alléger un certain nombre de charges fiscales. Et enfin, elle offre, ces conventions fiscales offrent une certaine transparence avec des échanges d'informations entre les administrations fiscales hongkongaises et étrangères. Enfin, pour terminer, un des derniers piliers, c'est le droit du travail libéral. Je voulais l'évoquer pour une audience française parce que, évidemment, on rencontre nous ici à Hong Kong beaucoup d'entrepreneurs qui sont arrivés à Hong Kong non pas pour fuir la France, mais dans le cadre du développement de leur entreprise et qui sont extrêmement séduits par la facilité avec laquelle on embauche et on peut licencier. C'est une législation qui favorise énormément la liberté contractuelle. Il n'y a pas de différence entre CDI ou CDD. Une souplesse dans les procédures de licenciement, il n'y a pas de procédure particulière, et une absence de cotisation sociale, ce qui fait que la charge, le coût de l'emploi est extrêmement réduit. Donc en conclusion, quel est le rôle de Hong Kong dans l'économie chinoise? À l'heure actuelle, il est toujours difficile de faire des prévisions. Ce qu'on peut noter, c'est que Pékin souhaite associer, a besoin de Hong Kong pour l'économie chinoise, a besoin de cette place financière forte qui bénéficie à ces entreprises. Et est-ce qu'Hong Kong va maintenir son attractivité par rapport à des villes concurrentes comme Singapour, Tokyo, et par rapport à d'autres villes chinoises? Probablement oui, par rapport à d'autres villes chinoises, parce qu'Hong Kong est un véritable territoire où il y a un état de droit. Encore une fois, c'est une place financière extrêmement importante. Par rapport à des villes comme Singapour, Hong Kong a un atout extrêmement important, c'est qu'on est en Chine. C'est la proximité de ce marché chinois. Enfin, Hong Kong devra trouver probablement des perspectives locales, des perspectives à sa population locale, ce qui est un autre sujet pour maintenir une certaine stabilité domestique. Merci Nicolas pour cet éclairage important. Il est bon de comprendre les enjeux. De l'extérieur, on peut avoir une vision qui est tout à fait parcellaire. Là, vous nous avez remis de bonnes informations dans le bon ordre. Merci à vous. Nous allons conclure avec Xavier. Xavier qui va à la fois nous parler du management de transition à partir de Hong Kong pour accompagner justement toutes les entreprises et les changements que nous avons d'évoquer. Xavier, à toi la parole. Merci et merci à tous les intervenants de cette présentation fort intéressante. Comment manager à distance? Alors nous, en fait, next slide s'il te plaît. On a monté en fait un réseau de managers. On est une quarantaine, on est 40 précisément en fait aujourd'hui sur différents pays, Hong Kong, l'Inde, la Chine, Singapour, Vietnam, Thaïlande et Émirats. En fait, on a tous entre 15 et 30 ans d'expérience en Asie et on est résident permanent.
Résident permanent, ça veut dire qu'on a la possibilité de travailler sur place sans avoir sans visa. En fait, notre statut nous donne un visa, le droit de travailler. Et on est tous présents sur place, ce qui veut dire qu'on n'a pas de problème pour voyager, pour venir en fait dans la région. Et notamment, on n'a pas de problème de quarantaine. Voilà. Donc aujourd'hui, on a ces managers de transition qui sont tous des anciens cadres de groupes français. À part en Inde, en fait, tout le monde est francophone, voire français. Et en fait, on est disponible sur des missions de CEO, CFO, etc. Donc, on peut résoudre, en fait, on peut vous aider à résoudre la plupart des problèmes que vous avez et de façon extrêmement rapide dans l'urgence également. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout sur ce que je voulais vous dire sur ce management de transition. C'est clair qu'on ne travaille pas en management de transition en Asie comme on travaille en France. Il faut quand même vraiment connaître les différents pays et ça, c'est très important. Il y a un aspect culturel qui est extrêmement fort. Maintenant, sur ce séminaire, voilà, ce que je voulais vous dire simplement, c'est d'abord merci à tous d'y avoir participé. Et puis j'espère que tout ce qu'on a pu vous dire et vous apporter sera matière à réflexion pour vous. Et donc, on est disponible pour répondre à vos questions quand vous le souhaitez, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Très bonne fin de journée. Merci. Alors, on va quand même conclure. Oui, de votre côté. Merci Xavier, merci beaucoup messieurs pour ces éclairages, pour ces contenus très concrets, très pragmatiques. On voit bien les opportunités qui ont été données. Alors, on a voulu résumer sous 4 points l'ensemble de ce qui a pu être donné sur ce webinaire. Les 4 points, ils sont inscrits ici. Ce qui est important, c'est vraiment de voir que c'est un investissement sur l'avenir qui se fait. Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est vraiment quelque chose maintenant qui est très construit, aussi bien en local que pour des entreprises qui viendraient s'y implanter. Et puis, effectivement, ce rôle de hub de Hong Kong et ce qui était très intéressant, notamment dans la participation de M. Vanderschmidt, c'est de voir que ce hub, il est entrant sortant et il n'est pas uniquement chinois, il est sur tout le continent asiatique. Alors, je vous demande juste une dernière chose en quelques secondes peut-être. On va faire un dernier tour de piste sur un conseil. J'aimerais, comme vous avez quand même tous des approches très terrain, j'aimerais que chacun, en quelques mots, puisse conclure par un conseil qu'il donne à des entrepreneurs français qui voudraient renforcer ou se positionner sur la Chine et sur Hong Kong. Est-ce que, Nicolas, vous voulez commencer ? On n'a pas le son, Nicolas. On n'a pas le son, Nicolas. Voilà, vous m'entendez ? Oui. Ouais. Ouais. Il y a plusieurs choses. Je dirais qu'il faut être prêt. Alors, il faut être prêt parce qu'on n'aborde pas le marché chinois de la même façon maintenant qu'on l'abordait. Moi, je suis arrivé donc à Hong Kong il y a 12 ans. On ne l'aborde pas de la même manière. C'est un marché qui est devenu de plus en plus sophistiqué. Donc les entreprises doivent être préparées, doivent savoir dans quelle vont être la voie de distribution. Est-ce que ça va être le digital? Et puis on parle de la Chine, mais la Chine, c'est à l'échelle de l'Europe, c'est un continent. Donc on ne va pas en Chine continentale, on va dans certaines villes, on va percer le marché à Shanghai, le marché à Pékin ou dans d'autres grandes villes chinoises. Je dirais aussi que donc il y a des règles, on en a parlé, c'est plus le Far West, des règles qui s'assouplissent mais qui restent compliquées. Donc il faut être épaulé, il faut être épaulé par des partenaires financiers, par des partenaires juridiques et par des partenaires commerciaux, parce que quand on est en Chine et qu'on n'est pas encore en Chine, qu'on veut percer le marché chinois, il est souvent intéressant de passer par des partenaires, de bien les choisir et de structurer ce partenariat de la meilleure des façons, juridiquement et fiscalement. Parfait. Merci, Nicolas. Est-ce que Jacques Pénirin, vous voulez conclure également? Oui, juste brièvement, ce que je dirais, c'est que la Chine, c'est un marathon, mais paradoxalement, c'est un marathon où il faut courir vite tout le temps. Donc, c'est certes de la durée, mais c'est quand même une course aussi de vitesse. Donc, c'est peut-être un nouveau sport qui est le marathon à grande vitesse. Le seul conseil pratique que je
donne à mes clients en général, c'est de s'assurer que le directeur financier il est bien de votre côté. Et que s'il y a bien un poste qui est important à contrôler, c'est le directeur financier, si je peux me permettre. Merci beaucoup. Effectivement, on comprend tout de suite le sens de ce conseil. Hubert Bazin? Voilà, la Chine, c'est une opportunité à pas rater. Ça fait presque 30 ans que j'ai commencé en Chine. C'est un mouvement historique qu'on voit ce qui se passe. Beaucoup de difficultés, mais je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'accrochent et qui savent devenir chinois en Chine. Voilà, c'est ce que je dirais. Oui, effectivement. Donc, être capable de s'adapter culturellement aussi. Absolument. Merci beaucoup. Monsieur Carlier, Xavier? Moi, je dirais qu'en fait, pour être en Chine, il faut une ambition, une vision et une organisation. L'ambition, ça va répondre à la question pourquoi est-ce qu'on va être en Chine. La vision, c'est on va répondre à comment on va être en Chine. Et l'organisation, c'est sur le quotidien. Il faut y aller avec des financiers, avec des juristes, avec des partenaires commerciaux, des stratèges, etc. Voilà. Mais il y a vraiment la vision, la stratégie et ensuite le quotidien, qui est la partie où on court très très vite pendant très très longtemps. Merci. Bien, merci beaucoup. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie également les gens qui ont participé à ce webinaire en tant que spectateurs. Évidemment, un replay sera disponible et sera proposé. On est dans un cycle de webinaires. Donc, notre prochain webinaire aura lieu courant novembre sur le financement avec agilité de la nouvelle réalité. Alors, messieurs, peut-être plus sur un marché franco-français sur ce coup-ci. Mais encore une fois, merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée puisqu'on a vu le soleil se coucher derrière Nicolas notamment. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.